je vous propose donc, c'est qu'on commence par entendre Antoine Darod, qui est en charge du plan et de la mission très haut débit pour le compte du gouvernement, justement pour nous rappeler un petit peu ce que sont les objectifs. Il y a une échéance 2022, je crois, qui a été fixée pour une couverture à 100% de la population française en très haut débit. Je crois un très haut débit à 30 mégabits et plus à 100 mégas. Et puis, quels sont les... Enfin, et puis s'agissant du haut débit mobile, peut-être faire un détour aussi sur les objectifs de déploiement et la façon dont l'un et l'autre vont se croiser pour construire une expérience très haut débit demain. Alors, effectivement, je vais vous parler brièvement de ce plan France très haut débit. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir d'où on part. Ce plan, qui est tout jeune, puisqu'il a été publié en avril dernier, adopté en mars dernier, il partait d'un constat et d'une analyse non polémique et non partisane, car largement partagée du côté des deux bords, majorité et opposition, d'une absence relative de l'État depuis plusieurs années dans le secteur, et en particulier dans les réseaux de télécommunications fixes, et que cette situation aboutissait à un certain nombre de dysfonctionnements, et qu'il était nécessaire d'envisager un plan, le bon vieux retour au plan. Alors un plan, ça ne veut pas dire que l'État va se mettre à tout faire. Ça veut dire que l'État souhaite organiser les déploiements des réseaux fixes, coordonner ces déploiements pour éviter des inefficacités qui sont liées notamment à des duplications de réseaux. Un plan qui vise également à répondre aux défaillances du marché, parce qu'on a bien identifié, et il ne faut pas faire trop d'analyses pour se rendre compte que les seuls mécanismes de marché ne permettaient pas de répondre à toutes les attentes du marché. Et un plan pour être un peu plus maître du calendrier, maître de l'horloge, sur l'avancée de ces déploiements du très haut débit, qui, encore une fois, nous semble essentiel comme étant, et c'est une expression qui est revenue régulièrement, des systèmes nerveux de nos sociétés, système nerveux de nos économies, mais aussi système nerveux de notre citoyenneté, et qu'on ne pouvait pas se désintéresser et laisser dans la seule main invisible le sort de ces systèmes nerveux essentiels pour notre société. Et donc, la volonté de l'État, c'est d'avoir un plan pérenne, de long terme, et donc ce plan, c'est le plan France très haut débit. Alors, France, parce que c'est un plan qui vise l'intégralité du territoire, aussi bien les zones très denses en plein Paris que les zones les plus rurales, dans lesquelles aujourd'hui il y a une défaillance de débit évidente. Très haut débit parce que c'est bien l'objectif politique essentiel qui est la couverture intégrale en très haut débit en 2022. Très haut débit, vous avez bien compris, ça ne veut pas dire 100% FTTH, ça veut dire qu'il y a une neutralité technologique qui est assumée, alors qui s'inscrit bien évidemment dans une histoire qui débute aujourd'hui et qui finira à terme par le remplacement de la boucle locale cuivre par de la boucle locale fibre sur la quasi-totalité du territoire. Mais l'objectif politique de 2022, c'est bien d'apporter du très haut débit à l'ensemble du territoire. Alors, par rapport à la question qui est posée, numérique, facteur de sortie de crise, clairement, ce plan permet de répondre 3 fois oui à cette question. Oui, tout d'abord parce que c'est un vaste plan d'investissement. C'est un plan de 20 milliards d'euros, supporté en partie par les opérateurs privés qui ont déjà beaucoup investi dans ces déploiements de réseau, mais également par de l'investissement public, des subventions, que ce soit des collectivités territoriales ou de l'État. C'est un plan qui va générer près de 20 000 emplois directs, qui génère des travaux qui sont souvent réalisés par des entreprises locales. Et donc, oui, c'est un facteur de sortie de crise de ce point de vue, travaux. Et il y a un aspect plan de relance, voire même plan Marshall, quand on voit la situation catastrophique en termes de débit dans certains territoires, qui est là aussi bien assumé. Oui, c'est également un facteur de sortie de crise parce que ce plan, il va amener à augmenter la taille du gâteau.
aussi bien d'ailleurs pour les opérateurs de services de contenu que pour les opérateurs télécoms. D'abord, pour les opérateurs de contenu, c'est assez évident, ça va accroître le nombre de personnes qui vont pouvoir accéder et donc payer des services grâce à un accès au débit correct. Pour les opérateurs également, on voit bien qu'aujourd'hui, on a 25% de la population française qui a des débits tellement faibles qu'on ne peut pas aujourd'hui leur proposer tous les services. Et enfin, troisième oui, parce que ça va dynamiser le marché. Alors là, il y a des gagnants et des perdants. Une des évolutions technologiques, une des évolutions qui n'est pas uniquement liée au plan, mais que le plan va souligner, c'est qu'on va avoir de la différenciation technologique sur les réseaux fixes. Ce qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. On utilisait tous les opérateurs utilisaient la boucle locale, le cuivre de France Télécom pour faire de la DSL, après DSL 2 à DSL 2+, mais grosso modo, tous les opérateurs vous proposent la même chose. On va avoir, dans les prochaines années, de la différenciation technologique, avec ceux qui ont la fibre et ceux qui investissent dans la fibre, utilisent la fibre, et puis ceux qui restent sur la DSL. Et même sur le cuivre, on va avoir des différenciations technologiques entre ceux qui resteront sur la DSL et ceux qui vont migrer vers les nouvelles technologies sur la boucle locale cuivre et notamment sur le VDSL. Et ça va contribuer à animer le marché, alors avec des perdants et des gagnants, mais on peut penser que cette animation, là aussi, sera un facteur de sortie de crise. Donc, 3 fois oui, le numérique est un facteur de sortie de crise et le plan France Très Haut Débit est un plan d'investissement volontariste qui s'inscrit parfaitement dans cette idée de contribuer à la sortie de la crise. Peut-être 2 précisions sur le plan. Vous dites un investissement de 20 milliards. J'ai en tête que l'État en apporte 3. Et donc, comment est-ce qu'on finance le reste? Et puis, vous dites tout n'est pas FTTH. Donc, par contraste, quel est le cocktail ou le panachage de technologie en fait, qui a été envisagé Effectivement, ces 20 milliards, pour reprendre les propos du président de la République, il y a 3 tiers. Il y a un tiers qui est totalement assumé et financé par les opérateurs privés, près de 7 milliards d'euros, dans les zones d'initiative privée, et une zone très dense, ou les zones les plus denses, dans lesquelles les opérateurs déploient eux-mêmes, et sur leurs fonds propres, leurs ressources propres, les réseaux. Ils en ont déjà dépensé plus de 2 milliards, près de 3 milliards entre les investissements FTTH et puis les investissements de modernisation du réseau câblé. Ensuite, il reste 14 milliards. 14 milliards, ce sont les investissements en dehors de ces zones-là, pour les 43% de la population qui ne sont pas dans ces zones-là. Et là, on estime qu'il y en a la moitié qui est rentable, donc ce qui fait le deuxième tiers, qui générera des revenus. Et donc, on a un deuxième tiers de revenus nets actualisés. Et puis, on a un dernier tiers sur lequel il va falloir financer par de la subvention. Et cette subvention, elle est répartie en 2, entre les collectivités territoriales, d'une part, et l'État, d'autre part, ce qui fait que l'État apporte un peu plus de 3 milliards d'euros, en réalité, sur 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en attendant, on puise dans le solde du fonds pour la société numérique, puisqu'il restait plus de 600 millions d'euros non engagés, et qu'à l'heure où je vous parle, le gouvernement est déjà sur le point d'engager une centaine de millions d'euros sur 4 projets dont l'instruction est quasiment aboutie. Donc, pour vous dire que ça avance vite. Sur c'est des bassins régionaux, Alors, ce sont en général les projets qu'on soutient des collectivités, puisque dans le plan, il y a 2 moteurs. L'initiative privée qu'on reconnaît, qu'on va soutenir, qu'on va encadrer, et avec une vraie volonté de soutenir ceux qui investissent, et d'autre part, l'initiative publique. Et sur ce deuxième moteur, c'est là où on abonde avec le fonds. Les projets sont à l'échelle à minimum départementale, parfois régionale. En l'espèce, les 4 dossiers qui sont sur le point d'aboutir, il y a un dossier régional
et 3 dossiers départementaux. Et d'ici la fin de l'année, la ministre a eu l'occasion de le redire récemment, près de la moitié des départements français auront un plan à l'instruction chez nous. Donc oui, ça va aller assez vite. Alors après, sur le 100% très haut débit versus FTTH, je le disais, on est dans une histoire, le début d'une histoire où à la fin, la fibre remplacera complètement le cuivre, parce qu'en termes d'exploitation dans les territoires les moins denses, les plus ruraux, c'est un non-sens absolu que de déployer, d'investir dans de réseaux et voire pire, de les exploiter. Et donc, on va devoir à un moment penser à la bascule. C'est quelque chose qui se prépare, il ne faut pas jouer avec le feu sur cette bascule. Encore une fois, on est vraiment sur des systèmes nerveux de nos fonctionnements, notamment économiques. Et donc, ça doit se préparer. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place, on va mettre en place dans les tout prochains jours, une mission sur l'extinction du cuivre qui est confiée à Paul Champsor. Mais en attendant, d'ici 2022, il va falloir faire preuve de pragmatisme. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un risque, non pas de maintien de la fracture numérique, mais d'accroissement de la fracture numérique. Le déploiement de la fibre, c'est très bien, ça veut dire que des gens vont pouvoir basculer à 100, 200, 300 mégabits, bientôt 1 giga. Mais en général, aujourd'hui, ceux qui bénéficient de ces nouveaux services sont ceux qui avaient déjà du bon haut débit. Reste toujours 25% de la population française qui n'a pas accès à un bon haut débit. Cela, pour les traiter rapidement et dans un objectif de cohésion numérique, on n'arrivera pas à les traiter avec de la fibre optique. Il va falloir mobiliser toutes les technologies pour répondre à cet objectif. Et clairement, nous avons l'intention de mobiliser notamment les technologies hertziennes et notamment satellitaires pour répondre dans certains endroits à ces demandes. Et par ailleurs, dans le déploiement du très haut débit, le cuivre n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a encore une dernière tournée pour le cuivre. Alors, il y a un moment où ça s'arrêtera parce que ces qualités intrinsèques font que ça a des limites, mais il y a encore une tournée pour le cuivre, notamment avec le VDSL2. Et ça ne doit pas ralentir les déploiements de la fibre, mais simplement accompagner les déploiements de la fibre qui, de toute manière, mettront 10 à 15 ans. Donc c'est compatible, simplement, il faut les articuler. En 2022, on vise quand même à avoir près de 80% de la population fibrée raccordée en très haut débit en FTTH, mais on sera sur le chemin du 100% FTTH. Michel de Rosen, il vient d'être dit que le satellite occupera une place importante dans ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre stratégie et quelle place et part de marché éventuellement vous pourrez prendre sur ce haut débit ? D'abord, puisque c'est au cœur du sujet, l'objectif du très haut débit pour tous en 2022 est évidemment un objectif magnifique et mobilisateur pour tous. Si on veut le très haut débit pour tous, il y a une étape normale qui est le haut débit pour tous. Certaines statistiques sont trompeuses. On parle souvent des zones blanches et des quelques pourcents de Français qui sont en zone blanche, qui n'ont rien. Mais on parle moins des 3 millions de foyers, près de 10 millions de Français qui ont soit rien, soit moins de 2 mégabits, qui au total, aujourd'hui, sont loin d'avoir le haut débit. Et donc, les satellites de nouvelle génération, qui sont profondément différents des satellites précédents, ce qu'on appelle les HTS, High Throughput Satellites. Le nôtre s'appelle KSAT, satellite en bande K, ont la capacité à fournir des débits de 20 mégabits en bande descendante, de 6 mégabits en bande montante. Et là aussi, comme le disait à l'instant M. Darod, les satellites n'ont pas dit leur dernier mot, car on va pouvoir faire nettement plus dans les années qui viennent. Mais déjà, voilà ce que nous pouvons apporter à ceux qui se connectent à notre satellite. Et ceci est possible pour tout Français, tout Européen, où qu'il soit. Il n'y a pas d'angle mort. Vous pouvez aller au cœur de la Corrèze, un département important, ou au cœur de la Creuse, ou en haut du Mont Blanc, ou dans les Ardennes, ou en Sicile, ou au fond de l'Écosse, vous aurez la possibilité d'obtenir 20 mégabits. Alors,
L'objectif de 2022, c'est un objectif ambitieux qui nous paraît impossible à atteindre, mais je crois que ce que je dis n'est pas en contradiction avec ce que vous dites, impossible à atteindre si on mise sur une seule technologie, mais qui est en revanche accessible si on mise sur un mix de technologies. Ce qui n'est pas suffisamment dit, vous savez, on parle tellement du très haut débit qu'on oublie quelquefois de rappeler à quoi ça sert. Les statistiques de Cisco, je crois que ce sont les plus abondantes sur le sujet, montrent que c'est la vidéo qui représente, et de loin, le facteur le plus important de l'augmentation du flux de données. Et toutes les études disent que c'est le même facteur qui va jouer le plus à l'avenir. C'est donc des gens qui veulent voir un film, ou qui veulent recevoir un film, ou qui veulent envoyer un film, ou des images. Et donc, ce facteur de croissance va continuer. Dans ce contexte-là, le très haut débit, c'est du flux de vidéos de meilleure qualité et sur plusieurs écrans. Et les infrastructures broadcast sont remarquablement placées. Elles existent déjà aujourd'hui pour servir ce besoin croissant des populations. Et quand je parle infrastructure broadcast, ça n'est pas seulement le satellitaire, c'est ce que peut faire le satellitaire avec l'activité de mon collègue Olivier Huard. Alors nous n'avons pas un chiffre magique sur ce que nous pouvons faire, mais ce que nous constatons, c'est que nos capacités sont aujourd'hui en fait inférieures à la demande potentielle. Le paradoxe, et j'en terminerai là sur ce sujet, étant que comme ces satellites de nouvelle génération ne sont pas très connus, les gens soit ne savent pas que le satellite peut servir ainsi au haut et au très haut débit, soit il reste sur des performances dépassées. Et donc on a besoin de faire savoir, et toute occasion comme celle-ci est la bienvenue. Mais aujourd'hui, concrètement, l'articulation entre satellites, FTTH, câble, on en parlera dans un instant, enfin en tout cas l'articulation des infrastructures, et en gros la place et le territoire qui va être celui de chacun. Est-ce que, M. de Rosen, c'est déjà l'objet d'une discussion avec le gouvernement ? Est-ce qu'il y a des choses déjà un peu établies, ou est-ce que pour l'instant, les choses se font de manière empirique au fil des conventions qui sont passées dans les différents territoires ? Alors, ça dépend. Il y a donc deux sujets différents là. Il y a un sujet qui est le broadcast, dans lequel les opérateurs satellitaires sont déjà très implantés et ont même été précurseurs. La télévision, la définition standard, comme la haute définition, et même maintenant, nous sommes déjà en train de travailler sur l'ultra haute définition, ce sont les satellites qui ont été des précurseurs. Et comme je n'y suis pour rien, je peux même ajouter que Telsat a été précurseur, parce que mes prédécesseurs avaient beaucoup de talent, et donc nous avons été là-dessus précurseurs. Et au total, aujourd'hui, en Europe et ailleurs dans le monde, des centaines de millions de foyers ont accès à la télévision grâce aux satellites. L'un des avantages du satellite, c'est qu'il est œcuménique. C'est-à-dire que quand on passe de la définition standard à la haute définition et de la haute définition à l'ultra haute définition, le même satellite est disponible et efficace. On n'a pas besoin d'envoyer un nouveau satellite. Ça n'est pas le cas de certaines autres technologies. Ça, c'est donc du côté broadcast. Et donc, nous sommes aujourd'hui en train de servir des centaines de millions de personnes en Europe et ailleurs. Le sujet qui est plus nouveau, c'est le sujet broadband, qui est, je crois, celui que traitait M. Darod à l'instant. Dans le domaine du broadband, les satellites avaient un rôle, jusqu'à il y a très peu de temps, marginal, parce que leur débit était trop faible. Comment procédons-nous, je reprends votre terme, de façon plutôt empirique ? C'est-à-dire que chaque pays, c'est différent. Et dans certains pays, ça dépend aussi des régions ou des départements. Alors je vais vous donner un exemple. En Libye, on vient de signer un contrat en Libye où nous avons, avec notre satellite KASAT, qui est le plus puissant d'Europe, nous avons un contrat avec un opérateur libyen et il nous a pris 2 faisceaux qui couvrent la plus grande partie de la Libye, et c'est lui, cet opérateur, qui ensuite se charge de commercialiser et de servir les clients, aussi bien des PME que des individus.
Le cas de la France est un cas différent. D'abord, je dois le dire parce que c'est un peu compliqué. Il nous arrive de rencontrer des régions, et les régions nous disent « mais notre rôle dans le système français n'est pas encore complètement clair, c'est peut-être plus les départements qui sont en flèche aujourd'hui ». Et donc les rôles respectifs département-région demandent une clarification si vraiment on veut avancer. Alors, malgré cette complexité, certains grands élus sont tellement convaincus qu'ils avancent sans attendre. Je vais prendre un exemple. Le président du conseil régional d'Auvergne, il est convaincu et il avance. Et il fonce. Ça prouve que c'est faisable. Et puis, par ailleurs... Vous avez fait quoi avec l'Auvergne, si c'est pas... Non, c'est pas... Ça doit être public. C'est l'Auvergne qui est en train de préparer un plan d'accès au très haut débit et au haut débit, et dans lequel ils vont mêler les actions de notoriété et d'aide aux particuliers, ces efforts du conseil régional dans la collectivité locale étant ensuite abondés par ce que va faire la collectivité nationale. Mais je reviens au point, par ailleurs, nous faisons aussi des opérations pilotes. Madame Pellerin, je prends cet exemple, a annoncé la semaine dernière une opération importante qui est conduite entre son ministère, la mission de M. Darod et le ministère de l'Éducation nationale, qui vise à connecter une dizaine de milliers d'écoles qui aujourd'hui n'ont pas accès au débit. 10 000 écoles, c'est beaucoup. Donc voilà un type d'opération pilote. Et nous avons, dans toute l'Europe, aujourd'hui, on a une opération équivalente, plus avancée qu'en France, en Turquie. On a signé un accord avec le gouvernement turc et ils ont l'ambition de connecter entre 5 000 et 20 000 écoles grâce à notre satellite. Donc c'est au total pays par pays. Il y a un autre pays où nous travaillons, nous avons l'ambition de faire un accord avec toute la Poste. Ils veulent brancher les bureaux de poste. Il y a un autre pays qui se focalise plutôt sur les PME. Donc au total, c'est au cas par cas, mais ça avance et c'est formidable. Tout à l'heure, Antoine Darod a annoncé, et j'en reviens à ces chiffres, 20 milliards de besoins d'investissement, 7 milliards apportés par l'État ou les collectivités territoriales, ce qui veut dire qu'il faudra que les acteurs, les opérateurs mettent la main à la poche, enfin investissent eux aussi, et peut-être Bouygues Télécom, Franck Abissira. Aujourd'hui, l'ambition de Bouygues, quelle est-elle dans ce domaine? Alors, j'ai en tête un accord, me semble-t-il, qui avait été passé il y a quelques temps déjà avec SFR pour mutualiser des développements. Je ne sais pas si ça a pris effet ou pas, finalement. Et en tout cas, quelles sont aujourd'hui les ambitions et les moyens que Bouygues peut mettre sur ce développement? Vraisemblablement, on est tous d'accord pour dire qu'il y a besoin d'une capacité d'investissement, qu'elle vienne du privé ou du secteur public, qu'il soit la collectivité locale ou l'État. Le préambule qu'il faut qu'on remette en place, c'est les conditions d'un écosystème qui permettent de le faire. Le secteur de télécom a un besoin impératif de recréer de la valeur, au risque d'avoir installé définitivement la France dans un désert numérique global. Parce que les Américains sont beaucoup plus pragmatiques aujourd'hui. Ils jouent de façon beaucoup plus, je dirais, pragmatique la complémentarité des réseaux physiques, filaires et réseaux satellites. Et j'ose même pas projeter l'ARPU qu'un foyer américain paye pour avoir une offre triple play par rapport à la France. On avait globalement, je pense, les conditions réunies pour démarrer ces investissements. Il y a un événement qui a un peu perturbé, je dirais, l'écosystème télécom. Je pense que la première chose à faire, c'est de remettre en place les conditions de recréation de valeur au travers des réseaux très haut débit, qui soient d'ailleurs fixes et mobiles. On en reparlera certainement, parce que je pense qu'aussi, il ne faut pas oublier dans cet esprit qu'il y a quand même, au final, un client et un utilisateur. Et quand on est un opérateur, que ce soit, je dirais, avec les aides de l'État ou des collectivités locales, in fine, c'est bien le client final qu'on veut servir. Et on se pose d'abord la question de quel est l'usage que ce client final aura. On a abordé, je dirais, déjà dans le début de cette table ronde, qu'il y avait bien deux usages qui étaient complémentaires. Le domaine du broadcast, où il est vrai que de toute façon, il y a une révolution technologique qui s'est opérée depuis 15 ans. D'abord, passer la télé analogique à la télévision numérique, de la single definition à la haute définition et demain l'ultra HD. Pour ceux qui ont la chance de visiter le Japon, on parle déjà, non pas de la ultra HD au Japon, mais du 8K pour les Jeux Olympiques, pour la Coupe du Monde au Brésil l'année prochaine. Donc c'est une bonne nouvelle, en effet, pour les opérateurs satellites et peut-être pour le herdien. Donc c'est un vrai sujet. Et puis à côté de ça, il y a un nouvel usage qui s'est développé au travers du broadband. C'est la télévision qu'on pourrait mettre derrière le non linéaire, sur lequel vient d'ailleurs percuter aussi une révolution qui est en train de s'opérer. On y reviendra certainement, multi-écran.
Donc le premier point qui me paraît essentiel, c'est comment mettre en place les conditions de recréer la valeur sur le marché des télécoms. Nous avons une opportunité de le faire au travers des réseaux très haut débit et des réseaux fixes et mobiles. Assurons-nous tous ensemble, régulateurs, autorités de concurrence et acteurs, publics ou privés, qu'on va recréer la valeur. Donc je pense que ça, c'est le point le plus important pour ce qui me concerne en préambule. Alors, nous, sur Bouygues Télécom, on a été très pragmatiques. Aujourd'hui, je commenterai moins l'actualité de la 4G, vous comprenez pour certaines raisons. Hein. L'actualité est un petit peu animée, on va dire, et je serai assez mal à l'aise de le commenter. Je pense que mon collègue à côté de l'ARCEP aussi. Je vais rester centré sur un exemple sur le fixe. On est très pragmatique parce qu'en fait, en effet, on a co-investi sur la FTTH avec SFR. Mais avant de le faire, on a signé un accord avec Numéricable pour utiliser l'infrastructure de Numéricable, qui est une infrastructure aujourd'hui très haut débit, unique en France, et sur lequel, en effet, on a pu démontrer, en étant arrivé même tardivement sur ce marché, que la part de marché de Bouygues Télécom sur le très haut débit, en dehors de l'opérateur câble historique qui est Numéricable, en tout cas l'agrégation qu'a procédé le groupe Numéricable, fait que Bouygues Télécom aujourd'hui est le premier acteur du très haut débit filaire qui vient du monde du DSL sur le très haut débit, donc on en est très heureux. Et cette approche donc pragmatique, c'était donc cet accord avec Numérica pour utiliser leur infrastructure, notre accord de co-investissement avec SFR. Et puis, comme l'a dit M. Darod, il y a une nouvelle technologie, le filaire, le cuivre, qui avec le VDSL, le VDSL2, on parle même de nouvelles technologies, va continuer à donner au cuivre vraisemblablement de la dynamique. Rappelons-nous, hein, pour ceux qui ont vécu l'informatique d'il y a 20 ans, une liaison spécialisée entre IBM, la Défense et son centre de recherche à la Gode, à côté de Nice, quand on avait du 64 kilobits par seconde, on était très heureux pour connecter deux frontaux. On a multiplié par des dizaines, on faisait des multiples de 1000. Donc le cuivre aujourd'hui continue à vivre. Et je pense que nous, c'est cette approche pragmatique de télécom que l'on a. Pour le faire néanmoins, il faudra quand même qu'on recrée, qu'on démontre au marché, qu'on recrée de la valeur, parce que ça va nécessiter, dans le fixe et des mobiles, des investissements très importants. Vous parlez de création de valeur. En novembre, vous lancerez un service de VDSL 2. A priori, ce sera gratuit. C'était peut-être une opportunité d'adresser un message et de valoriser cette amélioration de service. Pourquoi cette option gratuite ? L'option est très simple. C'est que je pense qu'à un moment, il faut être respectueux des clients que l'on a en face de nous. On l'a dit tout à l'heure, l'essentiel du marché aujourd'hui est un marché qui est sur l'infrastructure DSL. L'ARCEP, au travers de son comité des experts, peut-être que M. Bengozi reviendra, a publié une étude très précise sur le nombre de foyers éligibles au très haut débit sur le VDSL. C'est une début d'une histoire, parce qu'aujourd'hui, on a un nombre de clients très faible qui pourront réellement bénéficier du VDSL. D'ailleurs, plutôt en zone non dense qu'en zone très dense. Ça peut paraître curieux, mais finalement, la France est un pays qui, globalement, a construit son réseau filaire. Et il est vrai que dans les petites agglomérations où on a un NRA avec des distances qui sont finalement beaucoup plus courtes, le VDSL va apporter à des gens qui n'ont pas le très haut débit aujourd'hui un débit supérieur. Ça, c'est un constat, en tout cas, c'est l'ARCEP qui le dit. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est au début. Je crois qu'il y avait DSL2, il y aura d'autres infrastructures. On a pris le parti, compte tenu du faible nombre de clients éligibles tout de suite au VDSL, de ne pas pénaliser, je dirais, c'est des clients qu'on a recrutés. Par contre, à l'inverse, aujourd'hui, on a plein d'espoir, je dirais, sur le très haut débit en termes de création de valeur. Il faut savoir aussi, c'est qu'au-delà du forfait que paye un client, il y a ses usages. Et il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il est clair qu'un client triple play qui a une très très bonne bande passante, très haut débit, il a un comportement en termes d'ARPU et d'usage qui est totalement différent du client qui est en limite d'éligibilité, qui va consommer moins, par exemple, de VOD HD ou de type de service. Et ce matin, il y avait une table ronde passionnante sur l'arrivée aussi de nouveaux modèles, chronologie immédiate, SVOD, etc. Tout ça fait que je pense qu'au contraire, dès qu'on est sur le très haut débit, on a là réellement le potentiel de développer de l'ARPU. Je terminerai brièvement sur la complémentarité des réseaux mobiles aussi. Dans le domaine du broadband, on est en train de s'apprêter à vivre une révolution. C'est qu'en effet, l'Internet mobile dont on rêvait va arriver très très prochainement. Et on sera très heureux, nous, chez Bouygues Télécom, de pouvoir offrir à nos clients une expérience convergente, seamless, parce que finalement, pour le client, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de savoir ce que veut dire LTE, Long Term Evolution, ou FTTH. Monsieur et Madame Michu, peu importe pour eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir, quand ils commencent une vidéo à la demande chez eux à domicile sur leur 46 pouces, ou peut-être demain sur le 56 pouces,
comment ils peuvent continuer à bénéficier de ce service en dehors de leur domicile, au travers d'un réseau, au travers d'un nouveau device qui est le smartphone et la tablette. Donc c'est ça qui est important, et je pense que c'est aussi source de création de valeur pour le marché des télécoms, de pouvoir s'appuyer sur cette complémentarité des réseaux fixes et mobiles très haut débit pour créer de la valeur, de l'usage, sous réserve, qu'on délivre vraiment auprès des clients une valeur perçue d'un bénéfice client important pour recréer de la valeur, et qu'on arrête de s'enfermer dans une low-costisation des télécoms en France qui n'est bénéfique pour personne. Quelles sont les killer applications, en quelque sorte, du très haut débit? Qu'est-ce qu'on peut construire sur le très haut débit? Puis comment le câble s'articule et s'intègre au dispositif à l'objectif national de couverture 100%? Donc on a compris que le satellite serait mis à contribution. Alors comment est-ce qu'on s'articule? Parce qu'il y a cet objectif de 2022, 20 milliards d'euros. Moi, je crois qu'on peut aller beaucoup plus vite avec beaucoup moins d'argent. On peut faire beaucoup plus vite, et la demande, elle est là. C'est ça le plus important, parce que pendant des années, le très haut débit et la fibre optique faisaient l'objet uniquement de colloques. J'y participais, et il ne se passait pas grand-chose, à part les investissements de numéricable. Alors, ça change un petit peu maintenant. Alors, la demande, elle est là, parce qu'aujourd'hui, il y a un nombre très important d'écrans connectés à l'Internet aujourd'hui par foyer. On est à près de 7 écrans connectés à l'Internet par foyer. Ils jouent tous de la vidéo, que ce soit les télévisions connectées, les tablettes, les smartphones, les ordinateurs. Donc ça fait une demande de débit très importante, et on le voit déjà sur nos abonnés. Ils consomment de plus en plus de débit. Donc la première killer application, c'est le multi-écran, et je pense que très vite, à mon avis, si ce n'est pas l'année prochaine, c'est au plus tard dans 2 ans, en moyenne en France, il y aura plus de 10 écrans connectés à l'Internet par foyer. Donc ça tire évidemment la demande de débit. Alors évidemment, il faut construire ces réseaux. Chez Numéricable, on n'a pas attendu de plan pour construire ces réseaux, parce qu'on sentait que la demande allait arriver. Et en fait, on a mis en application, j'ai écouté Michel de Rosen, ce qu'est en train de faire Michel de Rosen chez Eutelsat. On a acquis une infrastructure purement broadcast. Cette infrastructure était essentiellement construite par Orange, donc elle était de bonne qualité, et on a investi de la fibre optique dessus pour transformer cette infrastructure broadcast en infrastructure mixte qui est broadcast et très haut débit IP. Donc aujourd'hui, grâce à cet investissement, l'investissement en termes de travaux sur ces réseaux a été d'1 milliard d'euros depuis 5 ans. On est effectivement le leader de la fibre optique en France, avec plus de 8 millions de prises construites chez le particulier. Donc, la première chose à faire, à mon avis, pour accélérer ce déploiement et pas se fixer un objectif très lointain et qui sera en retard par rapport à la demande de 2022, c'est évidemment de réutiliser les réseaux existants. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup moins cher. Et je trouve que c'est... Alors, ce n'était pas le cas dans le plan précédent, où effectivement, on ne parlait que de pur FTTH. Et donc là, effectivement, je trouve que c'est le grand mérite de la mission très haut débit menée par Antoine Darod, c'est que maintenant, on commence à intégrer effectivement un mix technologie et d'utiliser plusieurs réseaux. Alors, c'est pas encore parfait, parce qu'il faut encore un peu une loupe pour voir où sont les autres réseaux dans le plan. Mais ils y sont, donc on commence à être intégrés, donc je pense qu'ils mériteraient d'être encore plus mis à contribution. En tout cas, nous, on est évidemment partants et volontaires, et notamment pour une raison de marché, parce que la table ronde, ici, vous le voyez bien, le très haut débit va arriver par les acteurs qui sont des nouveaux entrants sur le marché. Les acteurs historiques, ils sont 3, ils sont présents sur le DSL. Eux, ils n'ont aucun intérêt à ce que cela bouge, et ils y vont le plus lentement possible, pourvu que le DSL reste en place. Et là, on le voit bien, ce sont les nouveaux entrants sur le marché du très haut débit qui vont investir le plus et qui vont dynamiser le marché. Donc ça, c'est le premier message. Intégrons davantage tous ces réseaux, tous les réseaux alternatifs, ça ira plus vite, ça coûtera moins cher.
Et il y a un deuxième point, parce qu'évidemment, ces 20 milliards, on va avoir du mal à les trouver dans les finances publiques nationales ou des collectivités locales. Ça concerne les prix de référence et les prix régulés, parce qu'il y a des prix régulés sur le marché des télécoms. Lorsque l'infrastructure du réseau téléphonique était construite, évidemment, pour lancer le DSL, on a fait un prix régulé bas, très bas de location du DSL, qui commence à peine à remonter maintenant, qui est de 9 € par mois. Ce signal économique de prix de gros de location du réseau d'Orange ne permet pas aujourd'hui de déployer en masse partout en France des réseaux en fibre. Donc nous, ce que l'on suggère, on l'a déjà suggéré à l'ARCEP il y a plus d'1 an, et ça commence à bouger dans le bon sens, c'est d'augmenter progressivement ce prix de location, qui sera un signal économique très fort et qui permettra effectivement de rentabiliser ces nouveaux investissements. Juste un point, vous avez lancé un point sur les usages, et pour parler un petit peu aussi de recettes, vous avez lancé votre nouvelle box. Est-ce que vous avez des premiers retours sur la consommation, la quantité, l'ARPU? Sur l'ARPU, oui, effectivement. On voit que l'ARPU est un ARPU en hausse grâce à cette nouvelle box, notamment par une consommation qui est facilitée de la vidéo à la demande. Ça, c'est un point très important, avec une ergonomie qui est beaucoup plus simple, une fluidité grâce à une télécommande qui est biface. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus facile pour l'abonné de consommer des nouveaux services. Là, cette semaine, Canal a annoncé qu'ils renonçaient provisoirement à faire de la 3D, provisoirement au moins, enfin qu'ils mettaient fin à leur canal spécialisé. Disons que plus globalement, il n'y a pas eu l'envolée qu'on pouvait espérer autour de la 3D. Donc, quel va être le format d'image qui va être ultra demandeur et consommateur de débit et qui justifiera demain de passer au très haut débit? Ça va être de l'ultra HD, ça va être... Alors, sur la 3D, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ça marche très bien au cinéma, quand même, la 3D. Donc, il ne faut pas jeter la 3D comme ça. C'est qu'aujourd'hui, on n'avait pas de programme et pas de chaîne de télévision qui apportait effectivement ce que souhaitait le consommateur. Mais si vous allez sur les Champs-Élysées, il y a toujours la queue pour voir des films en 3D. Ensuite, quelles vont être les nouvelles applications? Je ne sais pas s'il y a une application spécifique. Il y a en tout cas une demande de qualité vidéo en HD sur tous les supports qui évidemment va tirer la demande, qui ne passera pas, et ce débit ne passera pas sur les réseaux DSL, notamment tout ce qui concerne la télévision connectée. Donc dans notre nouvelle box par exemple, on peut regarder plusieurs programmes simultanément en HD avec la fonction Picture in Picture. Donc ça nécessite évidemment d'avoir un débit très élevé. On peut également commenter en direct son programme sur Twitter ou sur Facebook en y ajoutant le commentaire sur l'image figée qui est un screenshot de ce que l'on regarde. Donc il y a effectivement plusieurs services qui utilisent de plus en plus de bande passante. Alors peut-être pour interroger maintenant Pierre-Jean Bengozi et l'ARCEP, donc Antoine Darod a exprimé un peu ce qu'étaient les objectifs fixés par le gouvernement et les moyens qu'il va y consacrer. Le régulateur a aussi des moyens d'aider, de stimuler, d'orienter le développement du marché. Une question peut-être qui rejoint celle que posait Thierry tout à l'heure sur le VDSL. Est-ce que c'est une aide, une accélération au très haut débit, ou est-ce que ce n'est pas finalement une démotivation du consommateur d'aller vers le très haut débit? Et puis, globalement, dans la palette de moyens que vous avez à votre disposition, comment l'ARCEP se positionne aujourd'hui? Je vais peut-être répondre très rapidement sur ce point, puis je reviendrai un peu plus généralement pour le recontextualiser. On parlait tout à l'heure du caractère œcuménique des technologies. Si je continue à filer la métaphore religieuse, je dirais qu'on est un peu agnostique sur les technologies. Donc il y a un principe de pragmatisme. Antoine Darod, puis d'autres intervenants l'ont déjà évoqué. La question de la cible
100% fibre ou 100% très haut débit à échelon de quelques années, elle suppose des étapes pour y arriver. Elle suppose des configurations qui ne se prêtent pas forcément, idéalement, rapidement, tout de suite, etc., à des déploiements. Et donc, la capacité de mobiliser un portefeuille de technologies qui va effectivement du satellite à la fibre, au câble, etc., pour asseoir cet objectif est absolument déterminant, et d'autant plus déterminant justement dans une perspective de progressivité et de montée rapidement, enfin d'atteinte rapide de ces objectifs. Alors cela étant, si on revient un peu plus généralement sur la question de départ, la recréation de valeur à travers le très haut débit, je pense qu'il y avait des éléments importants dans le titre de la table ronde, hein. C'est à la fois fixe et mobile, c'est reprise de valeur et c'est marché numérique. Et si on réfléchit un peu sur ces sources de sortie de crise, ou en tout cas de reprise de valeur, moi je verrais 5 grands registres, hein, qui à la fois appellent des enjeux et des questions différentes pour le régulateur. La première, mais on les a évoquées, hein, c'est l'effet macroéconomique lié au fait de renouveler des infrastructures qui va, à travers le montant des investissements, le montant de la sous-traitance, la stimulation des équipementiers, va créer une forme de richesse. Il y a un deuxième qui est aussi très général, mais qui a déjà été évoqué, c'est la mise en valeur de territoires qui sont mal connectés, donc avec des effets de réduction de la fracture numérique, mais aussi de l'opportunité de développement d'activités, je pense notamment du travail à distance, mais du tourisme, etc., dans des territoires mal desservis, enfin mal équipés. Troisième élément de création de valeur, c'est la création, et on retourne plus sur un point de vue des opérateurs, c'est la création de valeur sur des réseaux qui deviennent plus attractifs, pour les consommateurs, parce qu'ils offrent la possibilité de valoriser des nouveaux services, ils offrent la possibilité de créer des premiums de prix éventuels, je reviendrai rapidement ensuite. Et le dernier élément qui a aussi été évoqué d'ailleurs par mon voisin, c'est l'amélioration de la performance des opérateurs par la capacité d'intégrer des services et activités fixes et mobiles sur du très haut débit, avec des possibilités d'offrir des services sans couture, d'optimiser les couvertures en jouant justement du portefeuille de technologie et de l'articulation fixe-mobile en particulier, et d'offrir des formes de continuité à la fois des offres et des services qui sont rendus. De ce point de vue-là, d'ailleurs, ça aurait été intéressant d'avoir aussi à la table ronde un fournisseur de services, parce qu'ils sont bien entendu partie prenante, je vais revenir, dans cette création de valeur. Alors, on l'a déjà dit, mais je pense qu'il y a des chiffres qui sont importants à voir. Ce développement du fixe et du très haut débit fixe et mobile, il s'appuie d'abord sur une forte croissance du trafic passé, mais aussi sur des perspectives qui sont extrêmement importantes, aussi bien en France, au niveau mondial qu'en France, hein. En France, la croissance du fixe, alors c'est pas exactement la même quand on regarde le fixe et le mobile. Sur le fixe, aujourd'hui, on a plutôt un tassement de la base d'abonnés, en tout cas la hausse de la base des abonnés, elle est plutôt ralentie. On est à quelques plus 6% sur les chiffres de 2011. Alors, c'est à la fois une source, bien entendu, d'opportunités pour le très haut débit, parce que ça veut dire que le très haut débit offrira une possibilité de redynamiser ces usages individuels. Le deuxième élément, et ça a déjà été évoqué, c'est que cette croissance du volume sur le fixe, elle est en particulier liée à la télévision. 80 à 90% du trafic est quand même lié à la télévision sur IP. Donc, laissant aussi des opportunités pour développer des nouveaux services, et pour développer des nouveaux services à la fois pour les industriels et pour les consommateurs. Alors sur les réseaux mobiles, la situation est un peu différente, hein, puisqu'on a à la fois la croissance des usages et un accroissement régulier du nombre de consommateurs. Tout ça appelle pour le régulateur
Je mettrai trois questions que je vais traiter très vite, hein, quitte à revenir ensuite dans la discussion. La première, c'est l'importance de soutenir et le défi de soutenir les investissements dans les réseaux. Je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai défi pour le secteur, mais ça a été aussi rappelé par mes voisins, de réussir à mobiliser sur la durée des investissements significatifs à la fois sur le fixe, à la fois sur le mobile, notamment pour les opérateurs de télécommunications comme Bouygues, mais comme d'autres. Je pense qu'il y a un gros effort qui est demandé. On était l'an dernier, en 2012, après des années de hausse consécutive à plus de 10 milliards d'investissements. Hors achat de fréquence, ça représente 7 milliards. Enfin, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais ça donne véritablement un effort qui est extrêmement important. Et ce que je dis pour les opérateurs de télécom est aussi vrai pour les autres acteurs du secteur. Donc avec des investissements qui sont à la fois sur le renouvellement, la modernisation, l'accroissement des capacités, mais aussi le déploiement de ces nouveaux réseaux d'accès qui accompagnent la hausse du trafic et qui accompagnent aussi des ruptures dans les usages qui changent également, qui pèsent sur la création de valeur parce qu'ils vont peser aussi sur les modes de tarification et sur la capacité de proposer une valorisation économique et une rentabilité de ces réseaux. On a aujourd'hui des utilisateurs qui sont habitués à l'illimité, qui sont peu disposés à y renoncer. Et c'est intéressant de regarder que dans le mobile, par exemple, les résultats sur la valorisation de la 4G, même si tous les acteurs affirment, en tout cas les acteurs français, leur souci justement de mettre un premium sur cette 4G, que les résultats qu'on a aux États-Unis, les résultats sont, enfin au Royaume-Uni, les résultats sont assez confus, hein, parce que au final, les clients de Everything Everywhere qui sont passés à la 4G payent en moyenne 10% de plus. Les offres low cost de Free ont été faites sur des tarifs qui étaient équivalents à ceux de la 3G. Donc même malgré l'attractivité des services, et tant qu'on n'a pas de service presque autre que la télévision, je pense qu'il restera une vraie difficulté à valoriser et donc à rentabiliser, on l'a vu sur les structures d'investissement tout à l'heure, ces investissements. Et je pense qu'on pourrait avoir le même raisonnement sur le fixe. Donc on revient au sujet d'expérience dont on parlait ce matin aussi sur comment créer des services réellement innovants. Non, tout à fait. Je pense que c'est pour ça que je disais que ça aurait été intéressant d'avoir aussi, en tout cas de revenir aussi sur ces services, parce que le premium sur les prix et la capacité, y compris de différencier les tarifications, alors par la vitesse ou par la quantité, etc., suppose aussi d'avoir quelque chose qui ne soit pas simplement une offre illimitée auquel on a été habitué par la télévision, y compris parce que la télévision hertzienne a fonctionné historiquement sur ce modèle-là. Et puis le dernier point, très très rapidement, en tout cas du point de vue, donc, enfin, en tout cas, ces questions de prix pour le régulateur, bien entendu, appellent des questions, mais qui ont déjà été évoquées par M. Yomtov. Et puis le dernier point pour le régulateur, c'est sur la finalisation des objectifs du très haut débit, et c'est notamment justement d'arriver à penser, ou en tout cas accompagner la neutralité technologique et la capacité de penser le déploiement pragmatique de portefeuilles de technologies qui permettent globalement d'assurer les objectifs en termes d'usage, en termes de connectivité, et pas simplement en termes d'une technologie particulière. Il a beaucoup été question d'une dichotomie broadcast et autres usages. Et donc sur le broadcast, la TNT et l'hertzien, c'est faire ça très bien. Olivier Huard. J'ai écouté un peu tout le monde. Et vous savez, je suis, comme beaucoup d'entre nous ici, issu d'un ensemble où on a fait des études d'ingénieur, donc je me suis livré à quelques calculs. Alors j'ai entendu 20 milliards d'euros d'investissement ici, et je me dis, il y a déjà 10 millions de foyers qui ont été raccordés en très haut débit, il en reste 20. Il reste 20 millions de foyers. Si on veut faire un plan au-delà de 2022, mais vraiment tout FTTX, allez, pour éviter dire tout raccordement très très haut débit, c'est 1 500 € par foyer, ok ? 1 500 € par foyer, ça sera la seule multiplication que je ferai, hein. Fois 20 millions, ça fait 30 milliards. Hein. On parle de 20 milliards, 30 milliards. Mais où est l'argent ? Où est l'argent ? C'est ça la question de fond. La question de fond, c'est où est l'argent ? On dit l'État va mettre 3 milliards. Super. Les collectivités vont probablement mettre la même chose. 3 milliards, super. Les opérateurs, ils ont déjà mis quelque chose. Et puis j'entends, avec beaucoup de prudence, Franck qui nous dit quand même le prérequis, et je pense qu'il n'a pas tort, c'est de recréer de la valeur dans les télécoms. Je ne pense pas que Jérôme nous ait dit quelque chose qui soit différent. C'est sûr,
on a un problème de trouver de l'argent. Et il faut éviter, dans le même temps, sur un plan politique, d'avoir, bien entendu, la France des villes et la France des champs. Parce que là, ce serait terrible d'avoir la France des villes qui regarde la télévision avec des débits incroyables, l'accès à de la télévision ultra haut débit, et puis la France des champs qui se contente finalement d'un accès Internet à peu de choses. Alors ça, c'est le côté verre à moitié vide. Côté verre à moitié plein, c'est de se dire à quoi je rêve. Est-ce que je rêve d'un réseau à 200 mégabits, un réseau où je peux faire de la télévision linéaire et de la télévision non linéaire en même temps, où je peux redémarrer en cours d'émission. Imaginez, vous êtes arrivé en retard de quelques minutes et vous souhaitez redémarrer en cours d'émission. Vous souhaitez revoir des films qui ont déjà été diffusés, des émissions qui ont été diffusées. Vous souhaitez synchroniser des contenus entre votre poste de télévision, votre smartphone, vos tablettes. Vous souhaitez commander des films, des vidéos. Vous souhaitez consulter le guide électronique des programmes. Tout ça, partout en France. 97% de la population avec quelque chose qui ne coûte pas grand-chose. Vous dites, mais c'est le rêve. Ce rêve, il est déjà pas très loin d'exister parce que c'est aujourd'hui la télévision hertzienne terrestre. La télévision hertzienne terrestre, c'est 200 mégabits sur toute la France. Voilà, c'est gratuit, c'est pour l'utilisateur, ça couvre la totalité du territoire. Il y a des émissions de très haute qualité sur le plan du contenu et sur le plan de la qualité technique. Et puis aussi, on en a parlé ce matin, il y a un respect de la vie privée. Vous regardez un film, personne ne vous trace dans un Big Brother quelque part, savoir exactement ce que vous avez regardé au bon moment. Donc il y a, de ce point de vue-là, des bonnes nouvelles et TDF expérimente en ce moment, d'ailleurs, juste à l'entrée, il y a une petite passerelle de démonstration à l'accueil. On pourra vous démontrer donc tout ça. C'est toute la puissance de la boxe sans la boxe, et on est à deux doigts de le faire. Et ça, je pense que c'est la bonne nouvelle. Donc nous, ce que nous disons, c'est ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Intégrons l'hertzien terrestre, et je demande officiellement au pouvoir public qui vient de nous quitter pour des bonnes raisons, de faire en sorte que l'hertzien terrestre rentre dans le plan très haut débit France, parce qu'il y a toute sa place. Est-ce que c'est quelque chose qui est en discussion, qui est en projet ? Ça a été moyennement discuté, je vais vous dire. Donc là, je pense que c'était pour moi une audience formidable de pouvoir en parler. Il y a des débats en ce moment aussi. Ça me permet de rebondir sur une question que vous ne m'avez pas encore posée, mais sur l'utilisation des fréquences, des fréquences, donc le fameux dividende numérique. Et je crois qu'au moment où, effectivement, l'État détenteur de ressources rares se dit, sur un carburant de type fréquence, je vais faire en sorte que je vais en laisser moins sur l'audiovisuel et je vais en donner une bonne partie aux télécoms. Je pense que la question par derrière, c'est de se dire, effectivement, est-ce que c'est possible de donner moins de fréquences à l'audiovisuel pour en donner davantage aux télécoms, en donner, en tout cas, les faire payer davantage aux télécoms, les allouer au régime télécom, tout en faisant en sorte que cette plateforme hertzienne terrestre, elle puisse continuer à faire autant, sinon plus, avec moins d'usage de fréquences. Alors là, je dirais, la réponse, c'est probablement oui, mais à deux conditions. La première condition, c'est qu'on fasse les choses dans le respect d'un calendrier progressif et dans le respect d'un calendrier, je dirais, rationnel, parce qu'on n'est pas tout seul en France. On est en Europe, il y a des voisins qui eux aussi utilisent des fréquences, et il va falloir les coordonner donc aux frontières. Quel serait ce calendrier rationnel ? Moi, je pense que le calendrier rationnel, c'est très probablement quelque chose qui nous amènera aux alentours de 2019-2020. Il faut négocier aux frontières toutes les fréquences. Il faut ensuite faire en sorte de reconfigurer l'ensemble des réseaux. Nous l'avons fait il y a maintenant 2 ans en passant de l'analogique au numérique. Nous avons reconfiguré la totalité des réseaux. Il faut à peu près 2 ans pour le mettre en œuvre. Et puis, il faut également faire en sorte qu'on règle les questions d'interférence entre le mobile
et la télévision. Et ça, je peux vous dire que même dans la bande des 800, c'est pas encore tout à fait réglé. Donc vous voyez qu'on n'y est pas encore. Donc ça va prendre un certain temps, et je pense qu'il ne faut pas griller les étapes. La deuxième condition, il faut permettre à l'hertzien terrestre d'avoir accès aux technologies qui font en sorte qu'il utilise moins de fréquences. Et il ne faut pas avoir une vision blanc ou noir, MPEG 2 versus MPEG 4, MPEG 4 versus T2 HEVC. Je m'arrêterai là dans les sigles ABSCON, etc. Mais je crois qu'il faut donner de la progressivité, permettre effectivement à cette plateforme qui a encore une fois plein d'atouts, qui peut répondre à 80% des besoins aujourd'hui de très haut débit en France, partout sur toute la France, de continuer à jouer ce rôle. Et je pense qu'il faut durablement inscrire l'hertzien terrestre dans le plan de déploiement haut débit en France. Il y a donc deux conditions, le passage des BT2 MPEG-4 et puis la bande 700 et en tout cas un décalage jusqu'en 2018-2019, si j'ai bien entendu, de la réaffectation. C'est même plutôt 2019-20. D'accord, vu de notre côté. Est-ce qu'un calendrier de restitution de la bande 700 vers 2019-2020, c'est quelque chose qui vous paraît concevable, adapté Je crois qu'on a bien vu qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut être assez simple. Aujourd'hui, la killer app, c'est celle qu'on arrivera à inventer tous ensemble, pour lequel le client valorisera cette killer app. Bon, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment la killer app aujourd'hui. C'est plutôt un univers de services assez diversifié dans lequel on l'a parcouru. On a à la fois des services dits de broadcast, de simulcast, de consommation de l'image, où là, le flux live est essentiel. Et pour venir quand même du monde de la télévision, je pense que le grand moment de spectacle qu'on a sur le 46 pouces, voire demain sur le 55 et au-delà, quand on parle d'Ultra HD, même si les foyers français sont pas aussi grands que les foyers américains, on peut imaginer que la diagonale de l'écran va continuer à progresser. Il est irremplaçable et je pense que ce matin, les acteurs médias l'ont abordé rapidement, peut-être un peu trop rapidement, quand on parle en particulier de chronologie des médias. Je pense que ce grand moment, je dirais, familial est irremplaçable. À côté de ça, l'image est en train nous l'avons déjà dit, de s'ouvrir à d'autres devices, smartphones, tablettes, au domicile et en mobilité. Et je pense qu'il y a une vraie question, et je rejoins M. Bengozzi, parce qu'il manque peut-être aussi un acteur autour de table. Alors c'est vrai que ces acteurs-là aujourd'hui sont préoccupés à d'autres colloques ou d'autres réponses à apporter au pouvoir public. C'est que finalement, il y a un écosystème de l'Internet qui est un écosystème mondial. Nous, chez Bouygues Telecom, on a pris le parti pris aujourd'hui de ne pas être en conflit avec les acteurs qu'on appelle OTT, over the top, les acteurs de l'Internet, des services, du cloud aujourd'hui. Parce que quand on prend un exemple aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui l'usage que développe YouTube sur les réseaux de Bouygues Telecom, fixe et mobile, c'est un usage majoritaire. Et il nous paraîtrait pas normal de prendre en otage nos clients aujourd'hui, le temps de négocier avec YouTube un accord qui nous permettrait de reprendre peut-être un peu de la valeur sur l'infrastructure dans une logique beaucoup plus B2B. Donc je pense qu'aujourd'hui, clairement, ces acteurs d'over the top, nous, on les voit globalement comme un outil aussi de valorisation, je dirais, de l'usage de nos réseaux très haut débit fixe et mobile. Là aussi, les règles changeant. Je pense qu'en effet, ils ont des conditions aujourd'hui fiscales et des conditions sur le marché vis-à-vis des acteurs médias en particulier qui ne sont pas encore équilibrés. Il faut qu'on trouve un équilibre. Le rapport Lescure a fait un certain nombre de propositions qui vont dans ce sens-là. Je pense que c'est au travers de ces usages-là qu'on démontrera, je dirais, la valeur des réseaux trop débit. Alors après, on parlait des premières expériences qui avaient été vécues dans d'autres pays. Je pense qu'il faut faire attention aussi à des conclusions trop rapides. La 4G en Angleterre a été lancée très rapidement. Quand elle a été lancée, il y avait globalement sur le marché 1 ou 2 terminaux disponibles. La situation dans laquelle on est aujourd'hui est totalement différente. Aujourd'hui, il n'y a pas un constructeur de terminaux aujourd'hui leader sur le marché, que ce soit Samsung, Apple, Sony ou d'autres, aussi quelques acteurs aussi chinois qui étaient taïwanais qui se présentent, qui n'ont pas maintenant une gamme très très large de terminaux 4G. Il y avait aussi un phénomène qui n'existait pas quand on a lancé... Pardon, on va rester sur les services parce qu'on est vraiment... Oui, mais c'est essentiel. Il faut, pour développer, Philippe, ces services, qu'il y ait des terminaux en face. Je pense que l'usage, c'est bien en fait un triptyque, l'infrastructure présente, le plus loin possible, un device, un terminal et des services. C'est pas l'un sans l'autre. Donc c'était simplement le point que je voulais aborder. Donc, et on a des conditions aujourd'hui, clairement, qui sont beaucoup plus favorables aujourd'hui à créer la valeur sur la 4G qu'elle était il y a 18-24 mois en Angleterre, par exemple.
C'est aussi votre avis, M. Benguedi? Enfin, sur la création de valeur, vous aviez l'air un peu sceptique. Sur l'horizon 2019-2020? Sur la création de valeur, très très rapidement, je pense qu'on l'a dit, hein, la killer app, c'est la télévision, c'est l'audiovisuel. Pour le reste, je pense que c'est plus la pervasivité, la dissémination de l'usage du très haut débit dans un ensemble de services touchant la sécurité, la santé, l'enseignement, etc., qui fera plus l'épaisseur de ces usages que des applications massives telles que celles qu'on peut avoir avec la télévision. Enfin, on ne sortira pas, enfin, pour moi, hein, le joker du chapeau. La question, par contre, qui se pose, c'est qui va prendre en charge l'articulation et la dynamisation de ces plateformes de services. Je pense que c'est un gros enjeu, y compris d'ailleurs du HDBTV que M. Huard a évoqué très rapidement. Est-ce que finalement le cœur de l'animation de ces marchés de services, ça va être les opérateurs télécoms, les FAI, des over-the-top, voire éventuellement d'autres, hein. Je pense que l'enjeu de la HDBTV, c'est pour les chaînes de récupérer justement cette capacité de maîtriser, y compris la ressource publicitaire. Donc je pense que l'enjeu, je le mettrai là, c'est le partage de la valeur. Alors sur le calendrier, puisque, Oui. enfin, sauf si vous vouliez... Non, un mot peut-être sur le calendrier. Alors sur le calendrier, bon, je suis tenu, bien entendu, d'abord un peu de réserve. Je pense que dans tous les cas, nous, on est dépendant des consignes que donnera le gouvernement. Donc on sera là pour appliquer un calendrier qui sera fixé par le gouvernement. Ce qu'on peut dire, cela étant, que à la fois, enfin, en tout cas, c'est un peu plus personnel, ce que je disais tout à l'heure, c'est les très forts défis qui pèsent aujourd'hui sur les opérateurs après les achats des licences 4G, le déploiement des réseaux dans le fixe, dans le mobile, etc., font qu'il y a, enfin, la barre qui est quand même très lourde, donc il y a effectivement un problème d'étalement des financements et on peut s'interroger sur la capacité de s'engager très très rapidement sur des achats de fréquences. Les questions techniques, on les a évoquées, je pense qu'on ne peut pas du jour au lendemain réaménager la fréquence. Donc les délais que vous aviez évoqués, ce que vous avez mentionné, ne semble pas absurde. Enfin, après, bon, c'est à 6 mois ou 1 an près, mais je pense qu'on est sur des... et puis je rajouterai aussi les délais de consultation publique. Hein, donc, Merci beaucoup. Michel de Rosen, Jérôme Yomtov, peut-être un mot juste sur les services, si vous avez envie d'ajouter une remarque. Oui, moi, je voudrais juste dire ceci. Dans le monde que je vois n'est pas un monde où il y a un goulot d'étranglement du côté des services. Je suis frappé de ce que il y a une demande et une consommation déjà de services. C'est l'étudiant ou le professeur qui accède à des bibliothèques lointaines. C'est l'agriculteur ou le pêcheur qui veut et qui a accès au prix du blé ou au prix du poisson sur les marchés. C'est le chômeur qui cherche du boulot. C'est l'entrepreneur qui veut dédouaner des biens qu'il est en train d'importer. Je vais arrêter mon énumération là. Le goulot d'étranglement ne me paraît pas être du côté des services disponible ou pas disponible, il est dans l'accès. Qui a aujourd'hui accès au débit, au très haut débit, et qui n'y a pas accès? Si vous avez accès, si vous êtes branché, si vous avez le haut débit, tous ces services sont en fait à votre disposition, pour autant que vous soyez à peu près débrouillard. Donc je trouve que c'est ça la pénurie, et non pas la mise en forme des services. Merci beaucoup. Jérôme, juste un mot. Vous le savez, on a lancé il y a 1 an la box fibre, qui est la meilleure box du marché, puisque de nombreux services ont été copiés par nos concurrents, notamment par Orange. Donc, pour répondre, en une seconde, je ne peux pas répondre à cette question, mais on annonce de nouveaux services mardi prochain matin, donc je le dis à la presse, elle peut venir, où justement teaser, on va exposer... Une sorte de teaser. Exactement, on va exposer effectivement quels sont les nouveaux services qu'on peut développer sur le réseau en fibre optique grâce à la box fibre. Olivier Huard, un mot, vraiment. Merci. Un mot. Qui est un bon coach sportif ou qui est un bon manager? C'est quelqu'un qui utilise le meilleur des gens au bon moment en fonction des différentes situations. Cessons d'opposer les uns avec les autres, cessons d'opposer les opérateurs télécoms fixes, les opérateurs télécoms mobiles, les câbleaux, les opérateurs satellitaires, les diffuseurs hertziens. Chacun a sa place. Et pour ce qui concerne le hertzien terrestre est là, présent, très haut débit, 200 mégabits, tout le territoire, moderne, puissant. Et il a tout son rôle à jouer aux côtés des autres dans l'aménagement très haut débit du territoire.
Voilà, donc un bel appel à l'œcuménisme. Merci beaucoup à vous 5 et tout à l'heure 6.